Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux à nouveau pour cette deuxième rencontre épicée organisée en partenariat par la librairie 47 de Gré-Nord et l'association Épice. Merci également beaucoup à l'Université de Haute-Alsace et à la Fonderie de nous mettre à disposition avec tellement de gentillesse cet amphithéâtre. Après un échange l'année passée entre Isabelle Eberlin, qui dirige l'association Épice, et Carlo Petrini, on vous propose ce soir de croiser la gastronomie, qui est le cœur de nos préoccupations, avec la psychanalyse. Et nous allons donc proposer de dialoguer ce soir avec le chef triplement étoilé qui est à ma droite, dernier d'une grande dynastie de cuisiniers, Michel Troisgros. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis le local de l'étape, psychanalyste et praticien à Strasbourg, Jean-Richard Freyman, merci beaucoup d'être présent avec nous. Alors, la gastronomie et la psychanalyse ne sont pas des disciplines qui sont historiquement rattachées dans l'analyse qu'on en produit, mais ces dernières années, il y a quelques travaux qui tendent un petit peu à les rapprocher. Il y a notamment un psychanalyste suisse qui s'appelle François Ladame et qui, en 2007, a publié l'ouvrage « Un psychanalyste chez Guy Savoy », dans lequel celui-ci dialogue avec le célèbre chef cuisinier. Et puis il y a d'autres travaux qui, depuis quelques années, ont mis en exergue le lien, par exemple, entre les grands noms de la psychanalyse et leur appétence pour la cuisine. Par exemple, Freud, dont on découvre qu'il était un gourmand amateur de saucisses, de vin du Rhin, qui est plus sensible à la cuisine et au vin italien qu'à la gastronomie parisienne. Jung, qui est plus proche des ligues anti-alcooliques que de la paillardise. Et puis Lacan et sa passion pour la cuisine du chef Claude Perrault et ses festins sans nourriture avec Salvador Dali. Lacan, justement, je vais vous proposer d'entrer dans ce dialogue en sa compagnie, et en compagnie d'Elisabeth Roudinesco, qui a écrit le dictionnaire amoureux de la psychanalyse, dans lequel elle recense les penchants alimentaires des uns et des autres, parmi lesquels Lacan. Je vous propose d'écouter cet extrait sur France Culture à l'occasion de la parution de son livre. Jean-Richard Freyman, Elisabeth Roudinesco dit ici que Lacan était l'oralité incarnée. Il dévorait les mots. Alors, vous qui connaissez également très bien ce dernier, vous évoquez dans votre introduction à l'écoute, votre livre Introduction à l'écoute, ce que vous nommez le coût de l'écoute dans une société dominée par l'image de soi plutôt que par la parole des autres. Alors, puisqu'on évoque ce soir ce que la cuisine offre de partage et de transmission, et donc forcément de parole et d'oralité, est-ce que vous diriez que le lien premier qu'on pourrait tisser entre la psychanalyse et la gastronomie, avec la cuisine, réside dans cette question de l'oralité, de la parole, d'une gourmandise de la parole, par exemple le plaisir de partager à table, de parler, et qui consiste aussi à favoriser l'écoute, et ainsi le partage. Et ceci, est-ce que la cuisine aussi, du coup, devient une forme de résistance de ce point de vue à l'époque, qui est plutôt à la domination de l'image ? Vous parlez comme un psy, mon cher. Moi, je voulais tout d'abord vous remercier parce que dans cette salle, il y a en même temps des maîtres en ce qui concerne la gastronomie, et il y a aussi les familles ou la famille d'un de mes maîtres, le professeur Lucien Israël, dont la bru est là, où elle a disparu du coup. Voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier. Je suis entouré de maîtres, et je vais vous dire, ça me fait un drôle d'effet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous abordez une question, je vous promets, je vous répondrai à votre question. Oui, bien sûr. Mais, promis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une période où, justement, on ne peut pas parler du plaisir. C'est-à-dire, on est vraiment dans la période, on a l'impression qu'on nous met dessus dans un espèce de gouffre d'horreur, de difficulté, de malheur. Et je crois que le fait d'organiser ce genre de choses, je dis tout court, même sans parler tout de suite de l'oralité, c'est une manière de lutter contre les pulsions de mort. Ça commence bien. Ah oui. D'accord. Non, mais c'est un point très important. Parce que vous savez que que ce soit Freud, Lacan, Roudinesco et tutti quanti, on est tous formés sur une espèce de base qui est la suivante, qui est de forme, c'est ça qu'a inventé le pauvre Freud. Je ne sais pas si il aimait tellement bouffer ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on discutera une autre fois. Mais il y a deux types de pulsions. Il y a les pulsions de vie et les pulsions de mort. Il y a Eros et Thanatos. Et je crois qu'on est dans une période, et là je ne plaisante pas, où on met du Thanatos de tous les côtés. On a le pire qu'on n'a jamais pu rencontrer.
Et moi, je crois que la lutte contre Thanatos, justement, c'est de réintroduire la question de l'éros, et en particulier, vous dites faire ça, il y a la question, entre autres, de l'oralité. Alors, ce qu'il y a surtout, je crois, c'est que nous sommes tous... C'est pour ça que l'histoire de l'oralité est intéressante, parce qu'on a tous besoin, on a tous besoin de se référer, sans le savoir, à ce qu'on a fait quand on était des petits bébés. Vous avez déjà vu un bébé en place? Comment il mange? Eh bien, c'est intéressant. Ils ont d'emblée, et ça c'est extraordinaire, ils savent d'emblée, au départ, jouer avec la bouche. Ils ont tout de suite cette plaisir qui va être cherché. Et ça va être un long temps quand même avant qu'il va pouvoir passer à autre chose. Donc ça veut dire, l'histoire de la gastronomie, c'est ça que je trouve génial de m'avoir invité en même temps que vous, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qui est la question, comment on passe de l'état de bébé, c'est ça, à devenir un gastronome ou un grand cuisinier. Il y a des étapes extraordinaires entre ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, quand je dois dire, la question que vous posez, Lacan, moi je vais vous raconter une anecdote, j'étais à table avec lui, assez inhibé, oui, j'étais en culotte courte, tout, un peu tremblotant, et on était à la Tour d'Argent. On m'avait emmené, vous savez, Jacques-Alain Miller et sa bande, ils vous emmenaient les paysans de temps en temps un peu pour voir. Et on était à la Tour d'Argent, et alors, qu'est-ce que Lacan a demandé? Un œuf à la coque. Un œuf à la coque. Mais écoutez, monsieur, on s'est désolé, nous n'avons pas de... Un œuf à la coque. Il faut vous dire, moi, c'est ce que j'ai connu de l'oralité de Lacan. Hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme ça du côté des exigences, hein, comme ça, qu'on peut avoir. Et ça permet de se rendre compte qu'il y a aussi quelque chose en venant ici qui est extraordinaire. Quand je vois Monsieur Héberlin, quand je vous vois vous, etc., je trouve de faire contrepoids. C'est entre nous, ça. Ne dites pas. Hein. Pardon, je répète rien. Non, de faire contrepoids par rapport au parisianisme. Ça, c'est fondamental. Et absolument. C'est pas vrai. Et ça, c'est fondamental. Vous vous rendez compte des restaurants Roanne, machin, qui arrivent comme ça à tenir le fil des meilleures choses, quoi. C'est quelque chose d'important. Donc, je crois c'est une manière de se battre aussi que de faire ça. Alors, en ce qui concerne la question de Freud, je dirais, vous savez, Freud, il avait un grave problème qui lui est arrivé assez tôt. C'est quoi? Il avait un cancer de la mâchoire pour lequel il s'est fait opérer une trentaine de fois. Vous voyez un peu? Et donc, je veux dire, le rapport à l'oralité de Freud, vous savez à quoi c'était? Là, il a raison. Roudinesco, vous savez ce que c'était? Il fumait des cigares tout le temps. Il n'a jamais arrêté de fumer des cigares. Alors ça, c'est... Et alors, quand je suis allé chez Lacan, je me suis dit, et lui, comment il fait? Et alors lui, il avait, mais je ne savais pas, en bon paysan, je ne connaissais pas, lui aussi, il fumait des cigares, mais vous savez, des cigares de traviole comme ça, comment ils s'appellent? Des cigares qui font des espèces d'angle. Il était aussi... La question des cigares. Vous voyez pas lesquels c'est? Comment ils s'appellent ces cigares? Toi, tu dois savoir. Oui, c'est ça. Hein, vous savez, où les sortez, ils sont exactement. Et lui, il avait. Alors, justement, je me demandais, c'est une bonne question que moi, je poserai tout à l'heure aux gastronomes, comment ils pensent, la question de fumer? Quelle place ça vient avoir dans cette histoire? Et ça, c'est un point. Le deuxième point, je réponds à votre question. Je crois que là où vous avez réussi à ouvrir quelque chose, vraiment, je trouve, de réouvrir de nouveau, c'est en posant la question du plaisir. Hein, vous avez vu le plaisir du plaisir. Ça, c'est quelque chose, vous savez, qui est très difficile, justement, dans la question de la psychanalyse. Je peux vous dire pourquoi en 2 mots? Mais oui, bien sûr. Comment ça, pourquoi? Oui. Parce qu'il y a le principe dans lequel l'enfant est pris au départ,
c'est ce qu'on appelle le principe de plaisir. Dixit Freud. Le principe de plaisir, ça veut dire vous réduisez les tensions au minimum. Vous avez un certain plaisir. Un bon biberon, vous voyez ce que je veux dire? Comme tous les matins, comme on fait tous les deux. Oui, hein? C'est-à-dire, il y a quelque chose, le plaisir, ça consiste à apaiser une tension. Intéressant. C'est-à-dire, et cette tension, elle peut être forte. C'est pour ça que vous savez que le meilleur repas qu'ont les enfants, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? C'est l'hallucination du biberon. C'est l'hallucination du sein. C'est authentique. C'est-à-dire, comme la mère, ou l'équivalent, ou le père, on n'est pas raciste, nous. Surtout pas dire de conneries maintenant. Surtout on la ferme, là. Oh là là, il y a des choses... On fait gaffe, hein. Surtout ça, c'est pas... Non, mais il faut savoir que l'enfant, c'est génial comment une tête est fabriquée. C'est que l'enfant a un désir comme ça, déjà, de boire, de manger, de ce que c'est. Et il va, quand sa mère n'arrive pas, Dieu merci, elle n'arrive pas tout le temps, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va halluciner le sein. Extraordinaire, ça. Ça veut dire déjà, alors que ce petit chou, il ne mange pas, il ne mange pas encore de la bouffe, il n'a encore rien du tout, il ne parle pas, il vous en toute la journée, on est tellement content qu'il nous pleure dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On ne comprend rien à ce qu'il dit d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous raconte. Quand la mère ne vient pas, il va réussir à halluciner le sein. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on aimerait bien savoir, demander aux enfants après, comment tu as halluciné? Raconte-nous un peu. Et tout est déjà là. C'est-à-dire qu'on voit que chez l'enfant, le rapport à cette nourriture est déjà là. Il est déjà plein. Et le deuxième point, après je vous fous la paix, c'est le fait que Freud y découvre, et ça, il fallait le trouver. Après Lacan, il a pris cette suite. Vous pouvez lire Lacan comme ça. C'est-à-dire, au départ, il y a l'histoire du principe de plaisir, dont vous parlez fort bien. Parce qu'après, il y a le plaisir du plaisir. Encore, vous êtes un vrai lacanien, hein, faites gaffe. Hein. Mais après, il y a autre chose. C'est qu'il y a un au-delà de ce principe de plaisir. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va au-delà du fait d'être dans une espèce d'homéostasie où on va reposer. Il y a une espèce... Hein, et c'est là qu'il y a quelque chose... Freud, il appelle ça l'au-delà du principe du plaisir. Et alors là, c'est là où vous rentrez en scène dans tout ce qui concerne la recette et tout ça. Et là, c'est la question de la jouissance. C'est pas ce que vous allez manger dans un menu fort attrayant. Ce n'est pas simplement du côté du plaisir. Vous le dites, du plaisir. C'est qu'il y a un au-delà du principe de plaisir. C'est-à-dire, il y a une espèce de jouissance qui a à voir. Alors, je ne vous fais pas tout de suite un numéro sur les questions sexuelles, ça sera pour une autre fois. Mais ça a à voir avec cette conflictualité formidable entre, d'un côté, donc, ce principe de plaisir qui tend à apaiser, et de l'autre côté, quelque chose d'une jouissance qui tend à avoir quelque chose de plus, toucher vers le beau, arriver à ressentir quelque chose, voire autre chose qu'un simple besoin. Ça va, non? C'est parfait. Là, vous en rajoutez. Michel Troisgros, le plaisir et la transmission aussi passent également par le livre. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, deux notamment, La joie de créer et Le plaisir de faire plaisir. Donc c'était aux éditions de l'Aube, tous les deux réalisés avec le concours de Denis Lafay. Avant de vous poser ma question, j'aimerais m'appuyer sur une phrase, enfin une vidéo, dans laquelle on va voir votre confrère Olivier Rollinger, qui est chef 3 étoiles lui aussi, et qui est passionné notamment des épices, et qui évoque dans l'extrait vidéo qu'on va voir la manière dont s'est fabriqué son parcours et son imaginaire de cuisinier, et j'aimerais le mettre en lien ensuite avec ce que j'ai pu lire de vous dans ces livres-là.
Olivier Rollinger nous dit ici qu'il aurait voulu écrire, mais qu'il a trouvé par la cuisine et par sa passion des épices une manière de raconter une aventure, de raconter des histoires, de raconter un bonheur de vivre, le bonheur au quotidien. Pour votre part, vous évoquez dans le livre La joie de créer, page 23, votre amour de l'art contemporain, de Roscoe, de Viala, de Tracandi, de Schulte. Est-ce qu'à l'instar d'Olivier Rollinger et de son rapport à l'écrit, la cuisine, l'acte de créer en cuisine, d'imaginer, de penser, est avant tout pour vous également le moyen de raconter une aventure, de partager une histoire, de transmettre un savoir? Alors bonsoir. En effet, oui, la cuisine nous transporte. La cuisine, c'est un mode d'expression. Ça me fait tout drôle de parler après les choses si profondes que vous avez dit, mais j'ai peur d'être anecdotique. Mais bon, je vais essayer. D'abord, avec Olivier, on n'a pas du tout le même parcours, parce qu'Olivier est autodidacte. La cuisine s'est présentée à lui tardivement, alors qu'il s'était engagé sur la chimie et puis des études de chimie, et puis qu'un accident de parcours l'a cloué au lit pendant des mois, et c'est là qu'il s'est mis à potasser, on va dire, à regarder les premiers livres de cuisine. Et quand il est sorti de son hospitalisation, en effet, il a décidé d'être cuisinier, et il s'est fait de lui-même, avec un imaginaire en effet très fort qui est, comme il le disait, la baie, l'arrière-pays, les grands aventuriers, voilà. Alors que ma façon de voyager à moi-même, elle est héritière. Elle est héritière d'un passé, d'une histoire, d'une famille. Elle fait avec cette mémoire, tout en ayant des envies ou tout en étant sur l'influence des maîtres qui m'ont appris la cuisine dans mes jeunes années. J'entends les maîtres comme Girardet, comme Michel Guérard, comme Alain Chapelle. Forcément, ils m'ont influencé. J'ai gardé en moi un peu d'eux, au point même que tout ça soit assez confus au moment où nous sommes avec Marie-Pierre rentrés à Roanne, un peu par accident d'ailleurs, rentrés à Roanne pour donner un coup de main à mon père qui venait de perdre son frère Jean. Et dès lors où mon papa m'a un peu responsabilisé à la cuisine, en effet, avec beaucoup de confusion, j'ai rassemblé ce que j'avais appris, rassembler des souvenirs, des rencontres, des émotions. Mais tout ça était assez confus, en effet. Mais c'est de mes voyages, en effet, mais des voyages réels, là, pas des voyages imaginaires, des voyages réels que, en fait, j'ai tiré, ou du moins j'ai tracé un chemin très incertain, mais j'ai tracé un chemin. Alors, à l'origine, il y a 3 gros, mais à l'origine aussi, il y a ma maman, italienne, et ma grand-mère italienne, en effet. D'ailleurs, j'y avais consacré un des livres sur l'Italie et toutes les influences italiennes, mais ça, c'est inconscient, en fait. C'était conscient et inconscient. C'est-à-dire, j'ai été élevé parallèlement par ma grand-mère italienne, qui m'a donné le goût de la simplicité, puisqu'elle était bonne cuisinière à la maison. En effet, le quotidien était fait de bonne cuisine, mais pour moi, cette cuisine, elle était nourricière, elle n'était pas, on pourrait dire, elle était généreuse, mais elle n'était pas, en tout cas, celle que peut être la cuisine de parade, la cuisine telle que la pratiquait mon père, et qui, elle, était une cuisine 3 étoiles, on doit le dire, enfin une cuisine, en tout cas, magnifique. Mais tout de même, c'est peut-être cette cuisine-là, de la maison, qui finalement, et j'ai mis du temps pour le réaliser, qui finalement a eu le plus de conséquences sur la manière dont j'aime la cuisine, en fait, sur l'expression, en tout cas, que j'ai pu plus tard exprimer, si je puis dire, en cuisine. Donc, en fait, voilà, ma cuisine, elle s'est faite de ça, de voyages, de rencontres, de formations, de racines,
tant maternelle que paternelle. Et puis après, on pourrait dire de techniques assimilées, parallèlement, évidemment. Les techniques, c'est le savoir-faire, hein, c'est l'expérience de la main, qui mémorise, en effet, les gestes et qui les améliore sans cesse. Il les améliore pour être plus précis, pour être plus rapide. Après même, elle les détourne, les gestes. C'est-à-dire elle les fait siens, ou elle trouve en tout cas des façons personnelles de produire les choses avec plus d'aisance, plus de confort, voire même un esprit tout à fait personnel. Et au fil des années, je prends des raccourcis là, hein, mais au fil des années, en effet, on va dire que j'ai trouvé un chemin qui n'est jamais certain d'ailleurs, hein, mais j'ai trouvé un chemin qui allait entre tout ça, l'influence du Japon et mes voyages, on pourrait dire, réguliers au Japon. J'ai très vite aimé le Japon pour l'élégance de sa cuisine, pour le respect peut-être du peu, avec peu de choses, avec peu d'ingrédients, mais avec une relation très forte avec l'ingrédient. Le cuisinier exprime quelque chose de très fort parce qu'il donne du sens à ce qu'il fait. C'est pas seulement démonstratif, il puise au plus profond lui-même. Dans la cuisine japonaise, il puise au plus profond de lui-même, en effet, c'est-à-dire de l'histoire du Japon, de l'apprentissage de la main, et en même temps ancré dans un respect très fort de la nature, qui lui joue des tours d'ailleurs, la nature, mais plus la nature au Japon joue des tours, plus elle est cruelle, plus il la respecte. Et donc il y a une relation très forte entre le cuisinier, et je pense que tous les cuisiniers d'ailleurs aujourd'hui, de façon consciente ou inconsciente, là encore, s'inspirent beaucoup du sens profond de la cuisine japonaise. L'épure, le respect, une expression très forte en même temps. Je ne sais pas si j'ai bien répondu là, c'est pas vrai. Ouais. L'un et l'autre peut-être peut déjà aussi s'entendre quand on pénètre dans le monde de la gastronomie sur ce que l'on entend par plaisir. Le plaisir en 2022 est-il le même que le plaisir en 1992 ou en 1952? La société n'est plus la même en 2022 qu'en 1992. Forcément, les mentalités, le rapport au monde changent du tout au tout. Et a fortiori aujourd'hui, alors que la conscience des problématiques, notamment écologistes, est aujourd'hui très importante. Ainsi, la société et ses évolutions transmettent-elles elles-mêmes des messages à la cuisine, à la gastronomie? Est-ce qu'elles la contraignent à apprendre, à se conformer, à sentir différemment le monde pour à aborder une nouvelle conception du plaisir? Dans le plaisir de faire plaisir, Michel Troisgros, page 53, vous évoquez l'irruption importante ces dernières années des régimes végétariens ou véganes auxquels il faut s'ajuster. Et vous écrivez, je vous lis, on écoute, on observe et on s'adapte. Cette conjoncture et la volonté d'y faire écho sont source de remise en question et d'amélioration. On fait même des découvertes, par exemple celle des ressources gustatives phénoménales du monde végétal. Songez que pendant des siècles, ces produits végétaux ont été négligés. Ils étaient confinés à peu d'intérêt et relégués aux soupes et aux garnitures. Aujourd'hui, ils peuvent constituer l'essentiel d'un plat, voire tout un menu. Quel bonheur! À Ouche, les assiettes accueillent les plantes, les légumes, les fruits de notre jardin. Elles sont le reflet des mariages et des extraordinaires émotions que nous composons à partir des éléments de la nature que nous cultivons. C'est une des raisons d'être de notre établissement et c'est une merveille, autant pour les clients que pour nous, qui composons les plats. À cette évolution dans les assiettes, celle des comportements ou des codes sociaux n'est pas étrangère. Il faut donc s'en féliciter. En symétrie de ces quelques lignes, j'aimerais vous faire écouter quelqu'un qui est passé par les cuisines de la maison Troisgros à Roanne, quelqu'un qui a fait ses armes, disparu tragiquement il y a bientôt 20 ans, c'est Bernard Loiseau, qui évoque, on est alors à la fin des années 90, cette notion de plaisir. Je vous le fais écouter et vous verrez, on redécouvre un personnage haut en couleur et truculent. On l'écoute et puis je vous pose ma question tout de suite après. C'est un autre temps,
C'est une autre époque, c'est une... Bernard Loiseau, hein, c'était un cas à part, il était excessif. Je comprends pas tout ce qu'il dit d'ailleurs, tellement il déroule son propos. Non, mais Bernard Loiseau était un cas à part. D'ailleurs, c'est étonnant parce que lui-même a fait cette révolution vers la légèreté, puisqu'il a mis au point une cuisine qui disait cuisine à l'eau. C'est-à-dire, il avait banni lui-même, bien avant, parce que ça, c'est 98. Oui, je crois. Donc, dès lors où il s'est installé à Saulieu, quelque temps après, il a mis au placard tout ce qui était fond de sauce, demi-glace, tout ce qui était réduit, et qui faisait la tradition de la cuisine française, en fait, un petit peu aussi le secret de nos cuisines, qu'on peut pas faire à la maison et qu'on fait que dans les grandes marmites où il faut beaucoup de temps, etc., et beaucoup de quantité. Et donc Bernard Loiseau a mis ça de côté et lui prenait le déglaçage de l'instant comme ça, et si possible, même pas avec un fumet, une infusion, mais à l'eau. Donc on disait Bernard Loiseau, la cuisine à l'eau. Et je m'étonne même qu'il ait le regret d'un passé, parce que lui-même a été acteur d'une légèreté, d'un renouveau, d'une précision. Alors vous qui justement vous félicitez plutôt de l'évolution, notamment dans le rapport à la nature, aux légumes, la manière dont ça nous oblige un petit peu à percevoir différemment la cuisine, mais la question peut aussi s'adresser à vous, Jean-Richard Freyman. Qu'est-ce que ces deux rapports-là, celui qu'on entend ici de Bernard Loiseau et ce que vous décrivez vous dans vos livres, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du plaisir et du lien qui l'unit à la gastronomie en ces quelques 25 années qui nous séparent là? J'en dis que le légume aujourd'hui, il est lui-même aussi grand que n'importe quel produit carné, et que les cuisiniers ont enfin regardé de ce côté-là du végétal, du monde végétal, pour en voir toutes les nuances et toutes les richesses, et pas seulement de l'ingrédient pur, mais la manière dont le transformer, le cuisiner. Avec à midi, chez Marc et Berlin, eh bien, il y a le menu végétal. D'ailleurs, je me suis pas privé de prendre un plat végétal pour commencer, où je me suis régalé, qui était à base de potiron avec une pointe de wasabi et de citron dedans. Et donc, je me suis régalé. Pourtant, il était de grande simplicité, mais il y a de la tendresse dans le travail du légume. Il y a une relation déjà qui est quotidienne avec un potager, le potager de Lauserne comme le potager de Roanne. Donc, en fait, le jardin du cuisinier permet la cueillette. Donc, il y a une relation qui s'installe comme ça de bon sens entre l'homme et la nature. Et après, c'est quand on a l'ingrédient en main et qu'on en connaît la source, s'installe une intimité, quelque chose qui, comme par miracle, donnerait les clés comme ça de ce qu'il faut faire, et sans complication. Ouais. Moi, je prends la question par un autre bout. Moi, je trouve qu'on trouve chez Michel Troisgros quelque chose quand même qui est très important. C'est à la fois le condensé de quelque chose qui est, on dirait, pour parler chic, transgénérationnel, c'est-à-dire qui passe comme ça, ou d'une génération à l'autre, les choses ont été traversées. Et de l'autre côté, la question de la création face à un tableau, comme si on faisait un tableau. Vous avez entendu la manière dont il en parle en reprenant son collègue, c'est-à-dire de reprendre les couleurs en disant qu'en même temps, il y a des constantes, mais il y a en même temps, on pourrait dire la patte, comme ça, la patte individuelle. Chaque fois, et ça vous avez insisté sur ça, chaque fois, c'est jamais gagné. Et ça, c'est quelque chose, franchement, qui nous renvoie. Alors avec un légume, pardonnez-moi Jean-René, mais avec un légume, c'est jamais gagné. Avec un légume, c'est jamais gagné. Voilà. Non, parce que c'est pas une caisse qu'on ouvre et il n'y a pas plus vivant qu'un légume en fait. C'est comme une psychanalyse. Mais c'est vrai. Je l'ignore. Mais je vous assure, Ah ouais? c'est vrai. Ben oui. C'est-à-dire, vous savez jamais. Non, mais c'est important. Vous savez jamais quand quelqu'un va entreprendre au fond ce chemin-là, comment ça va se passer. Vous savez pas. Et à quelle sauce il va être mangé, peut-être? Non. La sauce, vous avez dit qu'on enlève des fois la sauce.
la garniture. Non, mais c'est un point qui est très important parce que ça touche à une autre question que vous soulevez dans les livres. D'abord, c'est le rapport à la poésie. Bon, ça, je crois qu'on peut en parler. Mais aussi, comment vous pensez la question de la transmission? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut transmettre comme ça dans cet art-là, hein? Est-ce qu'on voit, est-ce que l'autre, il va pouvoir copier? Est-ce que l'autre, il va pouvoir... Je racontais à propos de l'oncle chez Berlin, quand on bouffait, et puis il y avait des jaunes qui venaient manger avec des appareils photo, il y avait l'oncle qui hurlait pratiquement, il supportait absolument pas qu'on prenne les photos, hein, des photos d'Europe. Mais cette idée que c'est chaque fois, au fond, je vais pas dire c'est chaque fois la première fois, parce que en amour, c'est pas terrible en général, mais on passe à autre chose, hein. C'est toujours quelque chose d'autre. Il y a quelque chose du non acquis qui permet d'ouvrir, qui est le côté créatif. Donc, je réponds juste du coup à sa question. Ouais. Moi, je crois que le plaisir, le seul problème que vous avez, que nous, on a aussi pour la psychanalyse, les gens, ils ne supportent pas de prendre du temps. Et ça non, mais c'est très sérieux, ça. C'est-à-dire, ils ont un rapport temporel dans la précipitation des choses. On mange vite, enfin, on connaît, hein, on mange vite, on ne prend pas le temps. Et du coup, le rapport au plaisir, il est très diminué. Hein. On va dans cette rapidité, dans ce rapport temporel. Et moi, je crois qu'en même temps, vous réintroduisez, c'est ça que je pense, cette histoire comment il appelle Lacan, vous parliez de Lacan, il disait le temps pour comprendre. Hein. Le temps qu'il va prendre. Et après, un moment de conclure, vous voyez, différents temps. Je vous ai interrompu, là. Non, et le temps et le soin, la délicatesse, la prise en main, on va dire, ou l'attention qu'on peut, en effet, beaucoup ne portent pas l'attention. Ils sont déjà à table chez nous, mais ils ne font pas eux-mêmes l'effort de participer à la joie qu'ils reçoivent, quelque part à la générosité qu'on leur donne. Et qui nous transmettent en retour, parce qu'ils font pas l'effort eux-mêmes. C'est même pas un effort intellectuel, mais l'effort physique, c'est-à-dire de prendre les couverts à deux mains et de prendre soin, la délicatesse de comprendre et même de saisir les choses. C'est étonnant parce qu'il y a vraiment il n'y a pas le temps pour, et il n'y a pas la volonté pour chez certaines personnes, alors qu'ils sont là dans un moment attendu depuis si longtemps. Moi, grâce à ça, je crois que vous allez pouvoir faire une leçon de psychopathologie. Je vais vous raconter quelque chose, puisqu'on est entre nous. Quelque chose qui est très intéressant par rapport à cette histoire du temps. Vous savez que une des pires psychopathologies qu'on peut avoir, vous connaissez certainement, vous en avez entendu autour de vous, c'est la question de l'anorexie mentale, qu'on trouve surtout chez des jeunes filles qui, à un moment donné, alors que tout va bien autour, sont bien entourées des parents riches, font bien des études, sont vachement bien, très bien. Et à un moment donné, elles ne veulent plus manger. Elles refusent de manger. Et c'est une recherche qui actuellement reprend encore des allures pires, puisqu'on le retrouve chez les beaucoup plus jeunes qu'avant, encore, et chez les plus vieux. Alors vous allez voir, ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que, par exemple, cette question anorexique a à voir avec quelque chose d'assez inconscient. C'est-à-dire que la jeune ou la plus vieille se sent complètement gavée par ce qui est entouré. On lui donne à manger tout ce qu'il faut, elle reçoit tout l'argent qu'il faut, on répond à toutes ses demandes,
Et alors, c'est pour ça les parents des anorexiques qui vous disent mais écoutez, elle a vraiment, c'est pas possible. Elle a tout. On lui a acheté une trottinette, hein, on l'a emmené au Baléares. Et alors, la question c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quelqu'un, à un moment donné, elle a tout ce qu'il faut autour? Comment se fait-il? Tu manges plus, tu arrêtes. Et puis ça peut aller très loin. Bon, je ne veux pas. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte, au niveau de l'inconscient, et ça, vous allez voir, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. C'est grâce là au vieux Lacan, où on pige que dalle, on a trouvé ça. C'est-à-dire, face au gavage de l'autre, le gavage, ça peut être les parents qui donnent trop à bouffer, qui donnent trop d'argent, qui donnent tout ce que vous voulez. Face à ce gavage, la seule solution qui reste, c'est de créer du rien alimentaire. C'est-à-dire de recréer quelque chose de l'ordre d'un trou, d'un pertuis, de quelque chose face à ça. C'est-à-dire, et là c'est extraordinaire parce que ça laisse, on voit à quel point, on se demande comment c'est possible. C'est-à-dire, la révolte de la jeune anorexique ou de la vieille anorexique, c'est une lutte contre le gavage. Et j'en parle pourquoi? Parce que des gens qui ont été anorexiques, à un moment donné dans leur vie, très souvent, ça donne d'excellentes personnes, s'ils ont traversé, s'ils sont pas morts, hein, ça arrive. Ne rigolez pas. Ils ont traversé, ils deviennent des véritables gastronomes. Il y en a qui, au lieu de cette espèce de place où il y avait le besoin, la nécessité comme ça qu'on donnait à gaver, ils recréent quelque chose par le biais, et ça tu en connais quelque chose aussi, hein, Isabelle, c'est-à-dire on recrée quelque chose de recette dans un monde au fond qui est tout à fait différent. Et c'est pour ça que l'histoire du temps est là. Ça prend du temps pour faire tout ça. Et là, donc, du coup, hein, je veux dire, vous entendez le genre de gens qui sont devenus des finaux, quoi, de ce côté-là, qui étaient des anciens anorexiques. Parce qu'à la place du besoin, ils ont créé quelque chose de l'ordre du désir de manger. Non, tout va bien. Je vais revenir sur la question de l'art contemporain, de l'art. J'en ai parlé tout à l'heure. La littérature aussi, avec Olivier Rollinger. On peut aussi évoquer la musique au travers d'un film qu'on connaît tous, la comédie L'aile ou la cuisse, dans laquelle Louis de Funès joue une de ses dernières performances. Je vous propose en petit clin d'œil de regarder un extrait dans lequel Louis de Funès interprète un grand critique gastronomique. Et vous verrez, je vous pose ma question ensuite en lien avec ce petit extrait très court. Alors Wagner, c'est fait pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Pour la poularde de Brest, pour le homard de Roscoff, il faut de la légèreté, de la spiritualité, de la subtilité, dit ici Louis de Funès. Page 76 de votre livre, Le plaisir de faire plaisir, Michel Troisgros. Vous échangez à propos d'œuvres d'artistes qui ont inspiré certains de vos plats, comment l'émotion éprouvée devant une œuvre donne naissance à une recette, un peu ce que la musique produit ici dans cet extrait de L'aile ou la cuisse. Vous vous dites dans votre livre un passeur. Alors est-ce que cette idée de passer par la beauté de l'art et de sa capacité aussi à capter le monde et les émotions et à les restituer facilite selon vous leur transmission aux autres? Et j'irais même plus loin, est-ce que la cuisine, la gastronomie aujourd'hui, en tout cas celle qui prétend à une certaine forme de noblesse, passe nécessairement par quelque chose qui la dépasse, par une dimension artistique incontournable? On parle souvent du dressage des assiettes aujourd'hui, qu'on dit être pratiquement aussi important que le goût. Mais je pense aussi à des expériences de dégustation qu'on pourrait dire absolues et totales. Je sais que le restaurant, par exemple, de Paul Perret à Shanghai, Ultraviolet, qui éveille tous les sens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça? Non, je crois que la plus belle nature, c'est la curiosité, et la curiosité des cuisines du monde, et la curiosité en effet, des applications de ce qui est à côté de la cuisine et qui nous éveille et qui nous permet d'enrichir notre savoir, d'une part, notre plaisir, mais aussi
notre approche de la cuisine. Ce qui est à côté nourrit la cuisine, c'est sûr. En tout cas, dans mon cas, c'était pas un exercice, c'était pas un travail que de m'ouvrir à la peinture. C'est par nature, je le suis, peut-être par héritage aussi. Je suis curieux et en même temps, je prends plaisir à côtoyer la peinture et les artistes. Et je prends du plaisir parce que il m'éveille, il m'apporte de la fraîcheur, il m'apporte par leur exemple l'idée en tout cas ou une approche qui m'a permis à moi peut-être, mais pas seulement eux, mais qui m'a permis de peut-être aller de l'avant. C'est-à-dire que plutôt que de répéter, initier les choses comme ils le font, comme peuvent le faire certains. Et c'est pas seulement aller fréquenter les musées, les galeries, mais leur rencontre, les propos, les échanges, les rencontres avec certains artistes, en tout cas, m'ont donné le plaisir et l'exemple. Dans le livre, je cite notamment des choses qui sont arrivées malgré moi, mais qui ont un rapport avec ça. Donc je cite cet exemple du lait Caillé-Fontana. C'est déjà un plat qui a une quinzaine d'années, mais qui est intéressant parce que malgré moi, quelque chose s'est passé sous mes yeux qui m'a renvoyé à quelque chose de connu dans l'art, qui sont les concertos spatiales de Lucio Fontana. Et en effet, j'avais marqué l'arrêt quelques années avant devant une de ces toiles qui était en plus blanche et noire, c'est-à-dire dans cette lacération du noir apparaissait. Et ce concept-là de peinture m'avait intrigué au point où peut-être que je l'avais là dans un inconscient, mais en tout cas, lorsque involontairement s'est présenté à moi une fine feuille de lait cahier sur lequel je travaillais depuis si longtemps pour la mise au point, et avec laquelle j'étais passé par différentes matières qui étaient en dessous, j'entends, sous la fine couche de lait, les framboises, les petits pois. Au départ, c'était un dessert d'ailleurs, c'était pas du tout un plat d'entrée ou un plat, une séquence du menu. J'étais orienté, pour moi, le lait m'amenait au dessert, en tout cas au monde sucré. Et la saison de la truffe arrive. Je fais un pesto de truffe parce que j'ai toujours vu là aussi à la maison un mortier, j'ai toujours vu piler. C'est un geste très beau que de piler, d'écraser les molécules. Là aussi, on extrait la saveur quand on pile les molécules, le goût. Et donc la truffe est pilée dans un mortier. Elle est ensuite assaisonnée, très simplement de jus de citron, de sel, de poivre. Une petite noix de beurre, elle est chauffée avec une petite noix de beurre. Et après, donc cette purée de truffe est recouverte d'une feuille de lait. Et là, maladroitement, parce que j'étais dans mes premières expériences de feuille de lait, mais pas plus épais qu'une feuille de papier, maladroitement, en manipulant la feuille de lait, eh bien, elle s'est ouverte sous mes yeux et j'y ai vu, en effet, l'évocation de Lucio Fontana. Et à partir de ce moment-là, ça a provoqué chez moi ça a provoqué chez moi comme l'envie de m'en rapprocher, finalement, tout en étant inédit. Donc, ensuite, j'ai essayé une deuxième feuille. Elle ne s'est pas ouverte. Puis une troisième non plus, une quatrième non plus. Donc là, j'ai été amené à faire exactement comme l'artiste, c'est-à-dire lacérer avec une lame. Donc j'ai lacéré avec une lame, et en effet, là, le noir apparaissait sous le blanc. Et j'ai présenté ça à des clients. Au premier client, cobaye, et ils n'ont pas compris du tout.
ils n'ont pas compris du tout parce qu'ils n'ont pas vu, d'une part, la référence, et d'autre part, le plat est, on ne peut plus minimaliste, on pourrait dire. Hein. Il est même presque fait... Il est de tout et de rien. Il est si peu, en tout cas, mais ce si peu est tant, et si fort. Et donc, parce qu'il y a des oppositions qui ne sont pas seulement esthétiques, le blanc et le noir, il y a aussi une opposition de matière. Le lait qui est un lait entier, qui est un lait cru, donc très gras, et le côté très profond, amer, terrien, sauvage presque de la truffe, rugueux en même temps de la truffe, alors en opposition à la douceur, au confort du lait. Donc en fait, il y avait plein de choses qui se passaient avec si peu de choses. Et comme ils n'ont pas compris, je me suis à nouveau interrogé, je dis pourquoi ils n'ont pas compris? Est-ce qu'il manque de référence et de culture? Est-ce que j'ai pas su dire les choses? Ou est-ce qu'il me manque quelque chose dans ma manière de faire? Et en effet, il me manquait de leur montrer comment on la sert. Donc, le lendemain, les mêmes assiettes ont été servies à d'autres clients, mais plutôt que de lacérer, c'est-à-dire de fendre comme ça d'un coup de couteau franc et précis au milieu, eh bien, plutôt que de le faire en cuisine, je l'ai fait sous leurs yeux. Et là, ça a tout changé. C'est-à-dire leur sensibilité, leur émotion a été immédiate. Et du coup, la relation, et déjà l'intention, mais la relation avec ce que je leur donnais à vivre était modifiée, était différente, et du coup était forte. Ça, c'est pour citer un des exemples, en effet, de la manière dont l'art peut s'induire. Je peux faire une interprétation pour une fois. Je vais vous dire ce que je trouve intéressant. Ce que ça touche, ce que vous touchez du doigt, c'est la question de l'inédit. Jusqu'à quel point l'autre va supporter l'inédit. Ça veut dire il y a quelque chose, je vous parlais tout à l'heure de l'histoire d'Eros et Thanatos, il y a quelque chose qui fait que dans le jaillissement nouveau, que nous on appelle un effet métaphorique, c'est joli, c'est ce que vous dites, en cuisinant, en mettant en place quelque chose de nouveau, ça provoque, ça ouvre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pas sûr, là je comprends, c'est pour ça que je vous interromps sur ça, en disant que l'autre va, dans cette surprise-là, c'est pas sûr du tout qu'il va réussir à s'y adapter. C'est là où on voit, ça c'est exactement l'être humain. Après, quand on commence à voir, bon, on refait le truc, on reprend, donc on prend dans la question de la répétition, ça change. Mais quand même, c'est inédit. Combien il y a de personnes qui, quand vous introduisez quelque chose de nouveau, va le supporter? C'est très peu. Il n'y avait pas de référent à rien. Voilà. C'était la forme. La forme et le fond étaient totalement nouveaux. Et la référence, c'est moi qui l'avais. Ben ouais. Ouais. Le référent, donc c'était en vous. Voilà. Donc peut-être que, en tout cas, la première expérience, je ne l'ai pas assez dit, où j'ai essayé, en tout cas, de trouver les clés pour. Et après, je me suis rendu compte que c'était un plat qui devait, un petit plat, qui devait, en effet, s'accompagner de propos. Voilà, parole. Voilà. Sans parole, il n'existe pas, il est rien. Ouais. C'est une purée de truffe avec une couche de lait dessus. Ouais. Et du coup, le propos donne, et l'histoire racontée avec, elle donne l'envie de... Et du coup, elle modifie totalement la perception de celui qui le reçoit. Voilà. Mais pour refaire un deuxième exemple, et après j'arrête avec ça, mais pour vous dire à quel point non, ça compte pour moi, ce que je vois, et c'est généralement dans l'art, c'est l'aspect esthétique, puisque souvent on pose la question, est-ce que la cuisine est un art, tout comme l'art plastique, la sculpture, la musique, etc. Moi je pense que oui. Je pense que oui. Tout d'abord, c'est le seul qui réunit au moins 4 sens, au moins. Et c'est le seul, hein, vraiment.
l'esthétique, la vue. Et là, tout à l'heure, on parlait des images et des images et des images qui circulent. Et, en effet, on parlait de Jean-Pierre qui supportait pas, en effet, les Japonais ou les Chinois qui photographient sans arrêt, etc. Mais ils ne font que reproduire de l'image. Et l'image circule dans le monde immédiatement. Mais en fait, la cuisine est victime, en effet, aujourd'hui, de ce trop-plein d'images où l'image est le référent. Mais pour revenir, donc l'essence, l'image, le goût, bien entendu, l'olfactif même avant, le goût et la texture qui vont en même temps. Parfois, la texture, elle est la prégnance. Hein. La texture, elle peut être avec les doigts, ou même s'il y a un ustensile, la cuillère ou la fourchette ou le couteau, évidemment, la tendresse d'une viande, le croustillant, on l'a déjà en piquant une fourchette, mais on l'a aussi à l'oreille, évidemment. Et bien sûr, les parfums, quand une assiette arrive, on l'a aussi. Donc, la cuisine réunit réellement l'éveil quasiment de tous les sens, et le toucher y compris. Il y a quelque chose, vous êtes plus freudien que Freud, parce que je vais vous dire pourquoi. Lui, il disait que pour l'enfant, on y revient, le fait de suçoter, ça provoque suçoter plus de plaisir que d'avaler. C'est super, hein? Suçoter. Dans la bouche. Pas le verbe suçoter. Ça veut sucer les choses. Ah, suçoter. Sucer, donc le goût. De mettre en place le goût, c'est plus... Le premier plaisir, il est là. À la façon il n'est pas d'avaler. Puis vas-y. Ouais, à la façon des Espagnols. Le pata negra, vous savez, qui est pour moitié gras ou pour moitié maigre, avec ce goût de rance très fort, les Espagnols le posent sur le bout des lèvres, moitié sur la langue et le bout des lèvres, et ils attendent que la température des lèvres soit la température de la tranche de jambon fine. Et à ce moment-là seulement, on le porte dans la bouche. C'est tout à fait cohérent. Ouais. Ah. Je reviens sur la question du geste. Il va faire de l'analyse, hein. Vous avez évoqué tout à l'heure, Michel Troisgros, la délicatesse, le soin qu'on apporte au geste. Et vous avez évoqué aussi un petit peu votre parcours à travers la figure d'Alain Chapelle, chez qui vous avez réalisé une partie de votre apprentissage à Mionnet, une expérience que vous abordez d'ailleurs dans le livre La joie de créer. Alain Chapelle, je vais vous proposer de l'écouter ici dans un extrait où il évoque également et surtout même la dynastie de grands cuisiniers dont vous êtes l'héritier, et où on aborde justement, vous allez l'entendre, cette question de la gestuelle. Donc on a entendu ici Guy Savoie, puis Alain Chapelle s'exprimer avec des très beaux mots concernant plus spécifiquement Jean Troisgros et l'élégance de son geste, et puis ses mains de différents cuisiniers au sein d'une brigade qui se croisent presque mécaniquement, comme s'ils répétaient à l'envi une chorégraphie. Vous écrivez-vous dans le livre « Le plaisir de faire plaisir » que créer un plat ou un établissement, tout comme une œuvre d'art, on en parlait, c'est associer les autres. Est-ce que la transmission en cuisine, le plaisir offert à celui qui déguste ce qu'on prépare, répond aussi à une forme presque de chorégraphie, comme si la brigade se transformait en un orchestre symphonique où chacun sait ce qu'il fait au millimètre, où la préparation d'un plat est une partition, et où, in fine, c'est une pensée commune qui se crée aussi, une harmonie entre ceux qui cuisinent, une maîtrise parfaite du geste, destinée à offrir le meilleur et quasiment presque une sorte de performance. Ouais, on est très proche, en effet, de la précision d'un grand orchestre, grande philharmonie, comme ça, très très proche, par la synchronisation, par la complicité des hommes, les uns avec les autres, et par le silence même qui s'installe dans une cuisine aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là. Hein. À cette époque-là, les cuisines et les chefs de cuisine s'imposaient par la voix, et les cuisines étaient bruyantes. Il n'y avait pas encore ce qui est aujourd'hui, l'échange, le respect, la communication. Mais je vois aujourd'hui comment César, mon fils, dirige la cuisine de Roanne,
il la dirige au doigt et à l'œil. Il la dirige même plus avec la parole. Ça m'étonne d'ailleurs chaque fois, parce que moi j'étais en transition entre cette époque-là qu'on vient de voir et mon fils César. Aujourd'hui, ce mode de management, en effet, qui s'impose presque aujourd'hui dans le respect, mais en même temps, j'ai pas l'impression que mon fils se l'impose, j'ai l'impression qu'il l'est comme ça. J'ai l'impression qu'il est pour le bien-être de tous, et c'est fou ce que ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en cuisine, on reçoit des informations de la salle. C'est la salle, en effet, le service de salle qui lui, temporise selon, on pourrait dire, l'humeur du client, sa personnalité, la manière, la cadence qu'il va imposer. Parfois, c'est très rapide, puis après, ça ralentit. Puis l'autre table à côté, c'est le contraire. Et puis, il y en a qui se lèvent. Il y en a qui sont vraiment très... on pourrait dire très inconstants. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, ça se passe bien. Mais tout ça, toutes ces informations arrivent au chef de cuisine qui, lui, doit en effet cadencer, transmettre à ses hommes à la fois les ordres. Les ordres étaient auparavant criés, on va dire haut et fort, même parfois amplifiés par un micro pour être sûr que même celui qui est au fond de la cuisine ait bien compris ce qu'il fallait faire et pour être dans le tempo parfait. Et aujourd'hui, en tout cas dans la cuisine que nous avons, qui est une cuisine à l'architecture, on peut dire open space, comme ça, un peu comme nous sommes maintenant, tout le monde me voit et je vois tout le monde. Et bien dans la cuisine de Houche, c'est comme ça. César se tient au passe, derrière arrivent les personnes de service qui lui glissent à l'oreille. En effet, telle table, table 4, dans une minute on peut y aller, etc. Et là, en effet, il arrive par le geste et le regard, et parce que tout comme un orchestre, qui le regarde en permanence. Alors, il y a non pas des gestes croisés, parce que ça, les gestes croisés, c'est quand même des gestes dangereux, hein, c'est quand même des gestes qu'on évite. Hein. La photo est belle. Je comprends qu'elle est fascinée Alain Chapelle parce qu'elle était révélatrice d'une ambiance, d'une époque, mais ça se fait plus du tout, quoi. Ça, on évite ça. À l'époque, on transpirait, à l'époque, on se salissait, à l'époque, on glissait dans les cuisines. Il y avait beaucoup d'accidents, d'ailleurs, de glissades, de brûlures, de doigts coupés, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment... C'est rarissime, hein, je veux dire, ça n'existe plus, parce qu'on en prend les précautions, parce que les planches de travail sont stabilisées, parce que les sols sont antidérapants, parce qu'on est propre sur soi, on respecte le matériel, parce que les couteaux sont aiguisés et soignés. Tout un tas de choses qui, mis bout à bout, font que tout le monde y trouve du plaisir, et surtout la performance est là, quoi. Le résultat, la performance, elle arrive parce que, en effet, tout le monde est très attentif, tout le monde voit, et tout le monde, on pourrait dire, rentre dans la réalisation de la chose. Et alors après, ce qui est très difficile dans une cuisine, c'est de synchroniser celui qui est là-bas avec celui qui est là-bas et celui qui est là, et le chef qui est là, et la table qui attend. Et cette table qui doit être servie, en effet, tout en même temps, parfois, avec des choix différents, du froid, du chaud, du grillé, du poché, un assemblage qui est un peu complexe dans l'assiette, etc., etc. Un assemblage qui peut pas attendre, qui doit immédiatement partir. D'autres, au contraire, qui doivent prolonger leur cuisson sur l'assiette entre la cuisine et la salle pour être parfaite au moment où le client, par anticipation, comme ça, va plonger la cuillère dedans. Et je pense notamment à l'escalope de saumon à l'oseille, là, qui est le plat emblématique, où, en effet, le temps que l'escalope de saumon, qui est si fine, qui s'écoule entre le départ de la cuisine et le moment où le client va plonger sa cuillère dedans, ce temps-là, sur une assiette chaude, est un temps de cuisson du saumon. Donc, il faut le prendre en compte dans la manière de cuisiner. Voilà, il y a tout un tas de détails comme ça, en effet, tout un tas de précisions qui sont aujourd'hui au cœur même de nos préoccupations. Le temps passant, et parce qu'on va quand même laisser la parole aussi au public, je vais peut-être aborder un dernier point avec... Ah, mais bien sûr, alors il faut... Non, on vous laisse pas parler. Moi, je suis très jaloux, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose qui se maintient dans les cuisines
que nous on appelle la relation maître-élève. Et cette relation-là, qui était la base de beaucoup de choses de la société, disparaît dans les différentes formes institutionnelles. Et ça, c'est une vraie histoire générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a justement supporter d'être en position de maître, c'est pas une petite affaire, mais supporter de se mettre en position d'élève, c'en est aussi une très grande. Et on voit dans les générations qui suivent, je parle pour les maîtres, on a des maîtres ici, mais pour les élèves, ils ont beaucoup de mal à se mettre dans ce rang. Et là, il y a quelque chose qu'il faut que vous maintenez malgré vous. Vous entendez ça, c'est... On est aujourd'hui, on le sent bien, nous, dans l'impatience. Les jeunes sont beaucoup plus impatients qu'on l'était. Nous, on laissait du temps au temps. Et il faut même pas regarder d'ailleurs en arrière parce que c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des jeunes qu'on a dans nos maisons, si jamais ils arrivent à y rentrer ou on arrive à leur faire une place dans nos maisons, c'est qu'ils veulent tout de suite avoir des responsabilités qu'ils ne peuvent pas assumer. Et à la sortie d'école et sans expérience, immédiatement, tenir un poste de chef de parti ou de chef de rang sans aucune notion encore justement du geste ou de la relation où ça va trop vite. Et en allant trop vite, et c'est ce qui se passe réellement puisque notre profession manque de ressources humaines. Elle en manque donc. Des restaurateurs, en effet, proposent des postes déjà trop importants à des personnes qui n'ont pas l'expérience. Et parce qu'on a véritablement, à l'université, et dans la formation, vous parlez des psy, on a des vrais problèmes avec ça. C'est ainsi, en effet, qu'on peut être inquiet. D'ailleurs, c'est pas que le cas de la France, c'est le cas réellement de tous les pays du monde entier, mais vraiment, c'est vraiment dans tous les pays. Et c'est pour ça, malheureusement, que la profession de restaurateur est en train de malheureusement, à part quelques maisons privilégiées, tout à l'heure vous disiez parisianisme, mais je pense que les Parisiens nous envient aujourd'hui. Mais à part ils nous envient d'être en province, ils nous envient d'avoir des potagers, ils nous envient d'avoir des fournisseurs autour de nous, ils nous envient d'avoir une quiétude, ils nous envient d'avoir une relation avec la nature au quotidien, ils nous envient d'avoir une relation, d'avoir une vie normale, apaisée. Mais en tout cas, à cause de ces étapes brûlées, la profession, si on y prend garde, risque de perdre en performance. Ouais. Parce que chacun est porteur, quand il se met en position d'apprenti, de toutes les générations qu'il y avait avant lui. Et quand c'est le moment d'en profiter. C'est carrément transgénérationnel. Chacun est porteur déjà des affaires de ses parents, de ses grands-parents. Mais tout ça, ça remonte. Toute la part d'inconscient qui est cachée, on en est le porteur. Et celui qui refuse de se mettre en position d'apprenti, il n'accepte pas ce transgénérationnel. Il comprend pas ça, mais il ne comprend pas. Et ça, c'est un point. En fait, je pense qu'on est talent, on est nommé talent trop jeune. Ouais. Et donc après, il y a quoi après le talent? Ouais. Si on dit de quelqu'un sortant d'une école, vous êtes un talent, et parce qu'on veut en effet peut-être lui donner de l'importance, peut-être. Déjà, il en a d'ailleurs en tant que personne, mais il a tout à apprendre. Et en effet, en le nommant talent, je dis ça parce que je l'écoute, je l'écoute, moi, les jeunes dans les écoles. Aujourd'hui, on doit les nommer les talents, alors qu'ils n'ont pas d'expérience. C'est quand même un problème. Alors, il y a un talent, il a une personnalité, mais le talent, c'est le fruit aussi c'est le fruit d'un savoir, d'une expérience. Vous savez ce qu'on demande, nous, d'une psychanalyse, je ne parle pas de la psychothérapie, des machins, c'est de savoir apprendre à apprendre. C'est-à-dire ce que les gens, on voudrait faire. Dans une psychanalyse qui n'a rien à voir avec la psychiatrie et tout ça,
c'est que quelqu'un retrouve quelque chose qui était décrit justement par Freud, qui était la Wissentrieb. Vous savez ce que c'est la Wissentrieb? La pulsion de savoir. C'est-à-dire les enfants, ils ont cette pulsion de savoir. Après, en grandissant, ils deviennent de plus en plus idiots, n'est-ce pas? On met ça de côté. Et le but, non mais c'est intéressant ça, le but de l'analyse, par exemple, donc d'aller voir dans l'inconscient, c'est de retrouver cette Wissentrieb, et c'est ce que vous faites en montrant que chaque fois, c'est autre chose quand vous faites une recette. Et je me souviens, on en avait parlé tous les deux, mais on a mis à la disposition de toutes nos équipes une bibliothèque. Une bibliothèque de livres de cuisine, les grands auteurs, Alain Chapelle, Guy Savoie, Michel Guérard, ils sont tous là. Cette bibliothèque, on s'est dit, ça va être au moment de la coupure, les jours de congé même, parce que le mot est passé. Prenez les livres, prenez le soin de les ramener, et emmenez-les chez vous, consultez-les. Comme vous voulez, elle est à vous, cette bibliothèque, elle est à vous. Eh ben, je les compte sur le doigt d'une main, les jeunes qui vont bouquiner. Non, il y a du boulot. Hein. Et pourtant, tout est là. Ouais. Tout est quand même dans l'offre. Et c'est ce que vous faites. Non, mais je ne veux pas être pessimiste, mais quand même, je pense qu'il fait... voilà. Comme tout à l'heure, vous disiez, il y a un combat pour, quelque part, le bonheur, s'offrir du bonheur. Il y a aussi ça, il faut... on a aussi ce rôle-là, quoi. Nous, dans nos équipes, dans nos maisons... dans nos entreprises, voilà, c'est amener, en effet, ouvrir, amener cette possibilité, et malgré tout, c'est dur, hein, je veux dire, Ouais. Ah oui, c'est compliqué parce que l'image, comme vous disiez tout à l'heure, domine tout. Vous savez, le vieux Lacan, là, que vous avez entendu, ce qu'il disait, c'est avec l'offre que je crée la demande. C'est intéressant. C'est en offrant quelque chose que l'autre va pouvoir demander. C'est pas à l'envers. On n'a pas à répondre tout le temps à la demande des autres. Bah écoutez, je vous propose de déjà mettre un premier point à cet échange et pour me permettre de passer la parole à notre public qui a sans doute, je pense, beaucoup d'autres questions à poser. Donc, si vous avez envie d'échanger avec nos deux invités, je vous en prie. Extraordinaire dans vos maisons, c'est justement le côté transgénérationnel. Je trouve ça fantastique. J'ai marqué Isabelle et Berlin. Je sais que chez vous c'est la même chose, même si je vous connais moins. Je connais bien Olivier Rollinger et famille. Et si je prends l'exemple des Rollinger, non seulement Hugo a tout plaqué comme son père l'avait fait dans la marine pour devenir cuisinier, mais même sa sœur a tout plaqué son métier de juriste pour venir aux épices. Et je trouve que ce côté transgénérationnel, c'est rassurant pour les mangeurs que nous sommes. Non seulement, moi, alors ça c'est moi, j'aime retrouver le produit comme vous l'avez dit, j'aime pas quand c'est une sophistication à l'extrême, je pense à des exemples tout à fait précis. C'est rassurant, il y a un côté rassurant dans cette continuité. Et ben, on est en Alsace, on a parlé de Marquis Isabelle. Un autre exemple, c'est le vieux couvent à Rhino, Alexis Albrecht, où il y a le potager, la famille. Je trouve que pour nous, maintenant, moi je suis à Paris, je trouve que c'est souvent une sophistication complètement débile, parce qu'on ne trouve rien. Et vous parliez tout à l'heure du rien, mais je crois qu'on a besoin de se rassurer quelque part. Et en plus, en entendant, je pensais à la grand-mère de mon mari qui disait toujours « manger lentement, ça a été long à faire ». C'est vrai. Alors, faites écho à Mireille, dites-lui quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ouais. Allez. Quand la famille, ça marche, c'est formidable, quoi. Mais il faut qu'elle marche. Il faut qu'elle marche ensemble. Non, en effet, la transmission... Moi, j'ai un truc sur la grand-mère, vous vous rappelez? Ce truc de Noël, comment elle s'appelle? Je te rappelle ce truc-là? Il y avait un livre qui m'avait complètement... J'avais des insomnies tout le temps. C'était Noël Châtelet, elle s'appelait. Elle avait écrit un truc, un conte, justement comme ça, où il y avait une grand-mère qui recevait toutes les semaines les petits-enfants
et tout. Et chaque fois, elle faisait, je ne sais pas si c'était de la tête de veau ou c'était de la blanquette de veau. La blanquette de veau, chaque fois, des années et des années. Elle recevait toute la famille, ils venaient un après l'autre. Et un jour, alors qu'ils étaient toujours enthousiastes, ils souriaient, ils bougeaient le corps, un jour, ça n'a pas marché, ça truc, et puis on lui a tiré la tête. Et ben, elle s'est suicidée dans le conte. C'est-à-dire, mais c'est intéressant parce que elle attendait toutes les semaines. Ça a à voir avec l'automatisme de répétition. C'était habitué toujours qu'il y avait le même rituel familial qui revenait. Joli conte, hein. L'inédit est un trouble. Oui, c'est pas assez référent, c'est vrai. Mais non, je disais, faut que ça marche la transmission. Je veux dire, faut pas que ça soit une transmission contrainte parce qu'elle est, si elle est contrainte, elle marche pas. Elle va être, on pourrait dire, elle va être joyeuse à dire, mais elle va pas marcher sur le temps. Elle marchera pas. Donc c'est pour ça où je disais d'ailleurs, je disais qu'il y a des maisons où la transmission, elle se fait, mais elle se fait pas en famille. Elle se fait par d'autres qui ont la passion, le talent, l'envie. Et personne dans la famille se déclare passionné par cet enjeu, parce que c'est un enjeu compliqué. Comme Marc, comme pour moi, on n'a pas été, ça semble comme ça, on dit quelle chance ils ont eu, etc. Mais on est passé par des étapes très compliquées pour exister déjà, pour exister. Et puis parce qu'on nous a pas fait de cadeaux non plus, même si ça semble, mais on était les fils d'eux, donc on nous attendait au coin du bois, hein, dans les équipes, avec des compétences plus élevées qu'on avait réellement. Alors on avait un acquis en effet, on va dire par le palais, mais on n'en avait pas précisément par le geste ou par les techniques. Et les chefs de parti, comme les chefs de cuisine, nous ont tendu des pièges pendant toutes ces années d'apprentissage dans les maisons à droite à gauche. Et puis après, en effet, exister, ça veut dire être dans l'ombre pendant toutes ces années, auprès de Paul comme moi, auprès de Pierre, et attendre. Alors, dans mon cas, j'étais tantôt patient, tantôt impatient. Parce que je voyais mon frère et ma sœur qui, pendant ce temps, faisaient leur chemin et se révélaient voilà, dans leurs affaires. Mon frère au Brésil, ma sœur à Bordeaux, et ils existaient réellement en tant que tels, avec leurs petites affaires, mais tout de même, ils s'épanouissaient. Pendant que Marie-Pierre et moi, en effet, on avait, d'ailleurs de façon involontaire, on était dans les pas de mon père, de ma mère, dans les pas de la famille. Et en cela, il faut être discret. Voilà, faut être discret, faut y aller, faut pas perdre le moral. Et puis un jour arrive, mais il faut beaucoup de temps. Faut vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un autre chemin. Je pensais aussi, par rapport à la transmission, si elle n'est pas dans la famille, regardez ce qui arrive à l'hôtel de ville à Crissier, qui est une maison qui a été créée par Freddy Girardet dans les années 70. Freddy n'avait pas de descendant, mais il avait un chef qui avait du talent, qui a repris la suite. Et ce chef-là, des années après, il a eu un chef qui a eu du talent, à qui il a transmis. Et ce chef-là, des années après, a eu encore un chef qui a eu des talents. Et la maison a perduré, elle est là encore aujourd'hui, elle est magnifique. Et pourtant, il y a la transmission comme ça, voilà, qui n'est pas familiale, mais qui est de la beauté, on va dire, de la profession. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je vais se lancer. Bonsoir à vous. Pendant 35 ans, je mangeais dans un restaurant d'entreprise. Il n'y avait pas beaucoup d'étoiles. Et grâce à ma passion, la photo, la musique, j'ai pu manger dans des restaurants. À ma retraite, j'ai une maman malade, presque aveugle. Et un soir, je lui ai fait du foie de veau. Elle a eu un sourire comme jamais elle n'a eu. Alors j'aimerais vous poser une question au chef. Citez-moi 2 ou 3 plats
qui lui ferait plaisir, et le psychologue. Comment sourire à une dame qui a 90 ans? Peut-elle avoir un sourire moins simple que l'ours de foie de veau? C'est extraordinaire. Le foie de veau était à la vénitienne. La vénitienne. Vous connaissez la recette, la vénitienne? Avec des oignons. Donc, voilà. J'imagine que vous lui avez coupé en petits morceaux le foie de veau. Ouais. Hier soir, l'escalope de veau viennoise était pas mal. Hein. Vous pourriez essayer l'escalope de veau viennoise. Mais alors, à la façon dont on l'a mangée hier soir, elle est soufflée. L'escalope de veau est très fine, tapée, vous savez, avec un marteau pour l'affiner, comme ça. Donc, en même temps, elle est attendrie. Puis après, elle est passée dans une anglaise, c'est-à-dire les œufs battus. Et puis la chapelure de pain. Et après, alors, ils ont une technique que Marc m'a révélée. C'est une technique de... C'est de l'huile ou du gras? Du gras de canard ou voilà, très peu de matière grasse dans la poêle, et il faut en effet laisser, surtout pas l'aplatir, vouloir donner des coups dessus comme ça. Il faut l'arroser comme ça, et ainsi elle souffle. C'est-à-dire la mie de pain, elle souffle, elle fait des grosses bulles comme ça, des grosses vagues comme ça. Alors en fait c'est de l'air, hein, c'est l'air qui cherche à s'échapper, mais qui est contenu par la croûte, elle, un peu comme des pommes soufflées, qui est contenue par la croûte que forme la chapelure, et qui contient l'air et qui fait des bulles comme ça. Vous pourriez essayer ça, hein. Mais tout comme vous pourriez essayer, je sais pas, on parlait de végétal, mais allons dans le monde végétal, un carpaccio, là on rentre dans la betterave, les cèpes. Est-ce qu'elle supporte encore les champignons? Comme ci, comme ça, hein, ouais. Ou avec les œufs. Moi, je vais vous proposer une autre réponse. Il y a quelque chose que vous touchez du doigt. Tous les analystes ont repéré une chose de commun pour une fois. Ils ont dit, un enfant qui pleure, on ne sait pas ce que ça veut rien dire du tout. Ça peut être absolument n'importe quoi. Mais un enfant qui sourit ou qui rit, ça veut dire qu'il a acquis quelque chose de l'ordre de la parole. C'est pas beau, ça? Donc il faut arriver... Lui, il peut vous trouver le moyen pour la faire sourire, et vous, il faut l'arriver à la faire rire. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, j'ai trouvé très beau ce que vous dites sur le plaisir, et quand vous cuisinez ou quand votre équipe cuisine, mais on ne parle pas forcément tout le temps du plaisir quand on parle du boulot, et c'est quand même du travail. Donc, est-ce que le fait de cuisiner pour les autres dans le cadre d'un restaurant, le travail, est-ce que ça a un impact sur l'expérience du plaisir dans le métier? Oui, je crois que oui. Tout dépend des relations qu'on installe dans son équipe. Alors, si on parle de la cuisine, nous, on a une chance, c'est qu'on a une maison qui est toute neuve, qui est vraiment très belle, et où, dans sa conception, on a prévu d'amener chacun de nos clients visiter la cuisine, si possible avant de passer à table. Parce qu'il sort de la voiture, on est à la campagne, hein, donc ça participe aussi à cette transition qu'on peut avoir entre la voiture et la table, avec un cheminement très particulier qui tient de la scénographie à travers, en effet, de la pénombre, puis la lumière. C'est une question d'architecture, hein. La pénombre, les caves, les bouteilles, c'est fascinant. La lumière, un grand couvert avec une toiture très élevée, une lumière magnifique. Et puis à nouveau la pénombre, une sommellerie. Et puis à nouveau la lumière, un foyer, c'est une cheminée très haute. Et puis enfin la cuisine. Pour en venir à la cuisine et au plaisir, je crois que d'abord cet échange qu'on crée entre le client et le cuisinier par le regard et par la découverte, parce que à ce moment-là, le client, lui, il découvre un univers, la cuisine qu'on lui montre très rarement, et en retour, les cuisiniers découvrent
les clients, le client. Il le découvre par le regard. Les regards se croisent et quelque chose s'installe malgré nous qui est une intimité et non pas un numéro de table. Le numéro de table, il existe, mais ça, c'est l'organisation. Mais dès lors où il y a des visages sur un numéro de table, et dès lors où le client a mis des visages sur celui qui va en effet lui préparer la cuisine, ça change tout. Ça change tout dans la relation et dans la confiance qui s'installe, dans le plaisir donc des uns et des autres, d'ailleurs, le plaisir du client comme le plaisir du cuisinier. Voilà, le mettre en lumière invite le cuisinier, d'une part, à l'éveil, à s'épanouir, à ne pas être que quelqu'un qui marne là sur son plan de travail, qui produit, on ne sait pas pour qui d'ailleurs, mais ça l'invite aussi à être impeccable, c'est-à-dire impeccable, déjà savoir dire d'un regard, on peut dire bonjour du regard, en tout cas d'un regard, on peut donner une expression de bienvenue. Ça l'invite à être magnifique sur lui, magnifique dans ses gestes, magnifique dans l'échange avec son collègue, magnifique dans sa tenue. Il y a une certaine fierté, une fierté de le faire, le métier de cuisinier, quand on est comme ça observé. Parce que la cuisine est une scène quelque part. Voilà. En tout cas, les cuisiniers sont des acteurs d'une scène. C'est réellement comme ça que ça se passe. Et voilà, donc nous on a... Alors, ça ne veut pas dire qu'au-delà de ça, encore une fois, je reviens sur l'esprit d'une équipe, construire la confiance, la communication, la cohérence, parler, toujours parler, c'est-à-dire, pour parler, c'est hors coup de feu, c'est-à-dire sans arrêt mettre les sujets sur la table, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, quels sont les rôles de chacun, comment on les voit grandir dans la brigade. C'est-à-dire que nous, Marie-Pierre et moi, on va dire qu'on est acteurs, mais en même temps, on est aujourd'hui, on va dire qu'on crée cette atmosphère. Mais après, c'est César, mon fils, le chef de cuisine, en effet, qui, un à un, accompagne, ou tous ensemble les accompagnent. Ça dépend, en effet, de ces instants. Parce que ce que vous rajoutez, c'est que c'est aussi chaque fois une pièce de théâtre. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire... Et c'est pour ça que quand on va dans ces grandes maisons, on est content aussi de retrouver des fois des choses habituelles, plus des choses nouvelles. Mais c'est un théâtre. En quoi le théâtre où je vais a-t-il changé depuis la dernière fois? Extraordinaire. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui est resté? Il y a tout un monde théâtral là-dedans. Et on était à midi, on déjeuner à l'auberge de Lille. Le théâtre, il est aussi dans la salle de restaurant, quoi, je veux dire. Mais les hommes de la salle ont toujours eu la lumière. Les hommes de la cuisine, en effet, ils l'ont par les médias aujourd'hui, mais ils l'ont pas réellement au quotidien dans les maisons les plus jeunes. Mais en tout cas, pour parler des hommes de la salle, à l'auberge de Lille, les gestes sont magnifiques des hommes de la salle. Les gestes pour faire un copeau de foie gras d'oie dans la terrine de foie gras d'oie. Il y a une technique très particulière avec une cuillère pour créer comme ça. C'est un copeau, ça n'est pas une quenelle, ça n'est pas une masse. Ou si c'était une masse, c'est une masse qui est creuse à l'intérieur et ainsi qui doit qui prend la température de la pièce très rapidement et ainsi le foie gras, quand il arrive on va dire sous la lame du couteau du client, il est à la température juste ce qu'il faut pour tartiner. Mais les hommes de la salle ont des gestes merveilleux aussi, hein, qu'on a perdu d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de vocation. C'est parce que le cuisinier a eu, pendant toute une génération, il a pris le pas sur le service. Le cuisinier a voulu faire un service à l'assiette, donc terminer totalement, ne pas laisser aux hommes de la salle le soin de terminer le plat comme on faisait dans la cuisine d'avant. Non, du coup, le cuisinier a voulu être le roi et du coup, on a fait du tort au métier de la salle. Mais, alors, à l'auberge de Lille, c'est merveilleux, hein, les gestes de la salle, les conseils, les propos, la relation qui s'installe, c'est...
Voilà, nous allons maintenant pouvoir profiter d'un buffet mis à disposition et offert par l'association Épices, financé par la DRAF, donc la Direction Générale de l'Agriculture et des Forêts, dans le cadre du PAT, Projet d'Alimentation Territoriale. Vous allez également pouvoir retrouver les livres de nos deux invités mis en vente un peu plus haut et une séance de dédicace juste en haut de l'escalier. À titre personnel, je remercie Isabelle Eberlin pour sa confiance, et à titre collectif, je vous remercie tous les deux, Jean-Richard Freyman et Michel Troisgros, pour cet échange. Et je vous dis à tout de suite à côté. Merci beaucoup à tous les deux.